pour l'intérêt du temps, on va passer à la dernière communication par Édouard Sage, qui va nous parler de transplantation pulmonaire et surtout de l'intérêt de la perfusion ex vivo. Alors, peut-être que vous ne connaissez pas ce garçon, qui est une des fiertés, on va dire, de notre communauté, parce que il est vraiment un élément essentiel dans ce qui est maintenant quelque chose qui est en train de rentrer dans la pratique clinique, qui est la perfusion ex vivo des organes et des poumons dans le cadre de la transplantation. Alors il vient de l'équipe d'Alain Chapelier et de Foch. Alors c'est un peu comme le championnat de France de football. Vous savez, il y a le Paris Saint-Germain et les autres. Je pense qu'en transplantation pulmonaire, il y a, en termes de quantité et de qualité de transplantation, il y a Foch, et puis Marie-Laine Long aussi, et puis les autres. Alors, à toi, Édouard. Je vais essayer d'être à la hauteur de votre introduction, Monsieur Thomas, merci beaucoup. Et bien sûr à la hauteur de ce panel qui est en face de moi. Je vais aller vite parce que je dois avoir fini avant même d'avoir commencé, donc je vais avoir du mal, mais je vais essayer de le faire vite. En gros, le plan, et vous allez voir qu'aujourd'hui, l'ex vivo, en tout cas la perfusion pulmonaire ex vivo, on va pouvoir l'intégrer dans 3 formes vraiment différentes, qui va être l'optimisation du greffon, la préservation du greffon, et enfin l'évaluation du greffon. Je vais essayer d'avancer dans ce sens. La première sera effectivement l'optimisation du greffon, et pourquoi? Parce que les besoins théoriques de transplantation en France, en 2014, c'était 400 greffes environ, et seulement 327 ont été réalisés, et c'était la première année, l'emphysème qui avait pris le dessus sur la mucoviscidose avec 33%, et vous voyez, tout ça aboutissant quand même à 29 décès sur liste, donc en gros, nous sommes en pénurie d'organes. Et la pénurie d'organes, elle a une problématique forte du poumon. C'est un organe qui est sensible à l'infection, à l'inhalation, à la pneumopathie de réanimation, mais aussi très sensible au remplissage, ce qui peut provoquer des œdèmes pulmonaires de réanimation, tout ça aboutissant effectivement à une réanimation délicate. Alors, réanimation délicate, certes, mais aussi des critères de poumons qui ont été, et d'organes et de greffons, qui ont été réévalués en 2003. Pourquoi? Parce qu'avant 2003, seuls les organes qui étaient les donneurs optimaux nous étaient proposés. Et vous voyez que c'était des critères associatifs avec des patients jeunes et des rapports de PaO2 sur FiO2 au-delà de 40, une radio normale, non fumeur, pas d'inhalation. Vous allez voir les statistiques, ça fait peu. Et donc est apparu un élargissement de ces donneurs à critères élargis, et je vais aller directement aux donneurs marginaux qui sont des patients au-delà de 70 ans et ou des fonctions d'organes inférieures à 200 mm de mercure. Et puis vous voyez qu'entre les deux, ça sera en gros le grand vivier et le fourre-tout des donneurs à critères élargis qui sont non optimaux, non marginaux. Et vous voyez que malgré tout, malgré l'organisation et l'Agence de la biomédecine nous proposant plus d'organes, on se retrouve, et c'était des chiffres de l'Agence de la biomédecine qui dataient de 2010 volontairement, c'est au moment où on a réfléchi à ce protocole que je vais vous présenter tout de suite après, où seulement 16% de ces organes nous étaient proposés et surtout prélevés. Si on va un petit peu plus loin dans les propositions qui sont faites par l'Agence de la biomédecine, vous voyez que les donneurs optimaux, en gros, c'était en tout cas en 2009, 70 patients, on va les mettre de côté, ils étaient tous proposés, c'est des bons greffons. À l'opposé, les donneurs marginaux, vous voyez qu'il y a un vivier, c'était environ un petit peu plus de 450 organes. De la même manière, on va les mettre de côté, mais vous voyez très bien qu'au final, le grand vivier, c'est celui-ci, c'est les donneurs à critères élargis. Et quand on va un petit peu plus loin sur les donneurs à critères élargis, vous voyez que les poumons qui étaient proposés aux équipes ne représentaient que 28%. Donc une vraie autocensure faite par l'Agence de la biomédecine à ce moment. Donc la première question a été à l'Agence de la biomédecine, c'est « Ok, pourquoi vous nous proposez que ces 28% ?» Et la réponse qui nous a été donnée, c'est parce que quand on vous les propose, vous les refusez. Ce qui n'est pas faux, mais ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce que quand on va chercher les chiffres qui étaient de cette même année, on se rend compte que les donneurs optimaux, les donneurs à critères élargis, certes, on les refuse, mais on les refuse qu'à 28%. Donc on leur a dit, et c'est au moment où c'était en 2010, où l'Agence de la médecine, où le groupe de thorax de la transplantation a dit il faut que vous alliez étendre vers 100% de propositions de ces greffons à critères élargis. Nous, dans le même temps, on va essayer de travailler et on va essayer de faire en sorte de récupérer ces greffons qui sont refusés, que vous nous proposez, que vous proposez à toutes les équipes, faire en sorte d'essayer de les transplanter. Et donc on a mis en place ce protocole bicentrique avec Marie-Laine Long sur transplantation après réhabilitation ex vivo des greffons pulmonaires à critères élargis refusés par l'ensemble des équipes. Objectif principal, augmentation du nombre de greffons transplantables, bien sûr, et puis un objectif que j'ai mis comme principal, mais qui est au final secondaire, c'est une diminution des délais d'attente avant transplantation.
On n'a absolument rien inventé. On a eu la chance, quand on a été voir les tutelles pour avoir les autorisations pour cet essai de clinique, de voir l'équipe de Toronto qui avait sorti leur série dans le New England Journal of Medicine avec une survie identique à 1 an après reconditionnement ex vivo et puis une diminution des défaillances d'organes graves. Tout ça nous a aidé simplement pour obtenir. Et donc, on n'a pas changé une équipe qui gagne. On a pris stricto sensu, ligne par ligne, leur protocole qu'on a importé en France. Cette technique, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle, je ne l'ai pas écrit, mais c'était la Toronto Box. C'est une canule auriculaire gauche que vous entreapercevez. Je ne sais pas si je peux. Oui, très bien. Là, voilà, on va refaire une néo-oreillette gauche. Ça va permettre de maintenir et de monitorer les pressions dans cette oreillette. Un circuit qui va être semi-clos, une cloche que vous voyez là, qui est une enceinte stérile qui va simplement permettre, de maintenir l'organe d'un niveau hygrométrique qui va être à peu près standard. Et puis enfin, et je crois que c'est le génie de cette technique, c'est absolument pas de sang et c'est un liquide purement acellulaire, du liquide de Steen qui est issu du Perfadex, qui est le produit de préservation qu'on utilise, qui est en tout cas le plus utilisé dans le monde pour la préservation d'organes, dans lequel est rajouté de l'albumine, un peu de sel, un peu de poivre. On va dire que c'est aussi la recette Coca-Cola, on n'a pas les détails exacts. Le protocole est simple, greffon fusé pour le tour standard par les équipes, proposé 2 heures de perfusion, oxygénation satisfaisante au-delà de 350, on allait à la transplantation. Ce n'était pas le cas, on prolongeait de 2 heures de perfusion. Pareil, supérieur à une fonction d'organe retrouvée, on allait à la transplantation. Fonction d'organe non retrouvée, le greffon partait en histologie. Et vous voyez que ça commence à dater, mais la première transplantation qu'on a réalisée avec ce type d'organe reconditionné en France, ça date du 12 avril 2011. Alors, je vous montre ça, je n'ai absolument aucun conflit d'intérêt, mais l'industriel nous a aidé aussi dans toutes les manips au démarrage sur l'animal, la fameuse cloche, les fameux canules que je vous ai présentés. C'est un circuit d'ECMO et une machine d'ECMO complètement conventionnelle qu'on a mis, nous, sur nos Hopmen, sur un petit chariot avec des roulettes pour que ça puisse circuler plus correctement dans le bloc opératoire. La cloche, les lignes, l'organe n'est pas encore arrivé. L'organe est prélevé de façon tout à fait conventionnelle, arrive à Foch et on va pouvoir suturer cette canule auriculaire sur l'oreillette gauche. C'était une suture, une canule dans l'artère pulmonaire et puis ce que j'appelle l'intubation la plus simple qui soit. Je n'ai jamais réussi à faire plus simple, une trachée et une sonde d'intubation directement dedans. Ça va permettre de pouvoir avoir un organe qui va être ventilé et un organe qui va pouvoir être perfusé. La cloche, organe stérile, qui est issu, et pourquoi elle a cette forme-là, c'est issu du dôme de baseball de Toronto, c'est eux qui avaient inventé. On va pouvoir faire les purges de nos circuits, on va monitorer les pressions, qu'on va pouvoir poser sur la ligne artérielle et sur la ligne veineuse. Et puis, chose importante qui va être, la chose, je trouve, être la plus importante, qui est cette toilette bronchique et le fait qu'on va, au final, extraire l'organe du rush catécholinergique de la mort encéphalique, le ramener à la maison et s'occuper de lui de façon purement isolée et dédiée. Une remontée en température lente qui va nous permettre de remettre l'organe en normothermie et une ventilation qui va être débutée à partir du moment où la température est aux alentours de 31 degrés. Vous voyez que c'est purement acellulaire, on a très peu d'hémoglobine, il en reste toujours un petit peu. Vous voyez que c'est le liquide de Steen qu'on va pouvoir changer, qu'on va retirer et remettre tous les 2 heures, toutes les 48 heures. On peut faire de la kiné respiratoire, élever les atélectasies à la main, et puis une fois qu'on a obtenu ça et obtenu une fonction d'organe qui est satisfaisante, on va pouvoir laisser l'organe sous cloche. Une fois que tout est réglé, donc 2 heures et ou 4 heures, l'organe est récupéré. À ce moment-là, on va redescendre en température, on va séparer l'organe entre le droit et le gauche, le mettre au frigo, et seulement à ce moment-là, on va pouvoir induire le malade. Donc aucun risque pour notre receveur. On ne commence la greffe, et en tout cas l'induction, que quand on est certain que l'organe a été reconditionné. Donc le début, c'est début 2010, fin des inclusions novembre 2015, 99 propositions faites par l'Agence de la biomédecine, 56 donneurs qui ont été sélectionnés. C'est sûr que dans tout ça, on a de temps en temps des propositions loufoques de l'Agence de la biomédecine avec des patients. J'ai eu entre autres un patient de 80 ans qui m'a été proposé. C'est sûr qu'encore une fois, ce n'est pas une machine à remonter le temps, ça ne fonctionne pas. Une marge de sélection des donneurs. Sur le site... de la même manière, au moment de prélèvement, 5 poumons ont été rejetés. Encore une fois, vous avez bien vu que c'était des protocoles courts, c'est 2 heures plus 2 heures, donc c'est 4 heures maximum. C'est sûr que quand on va sur une consolidation vraie d'un lobe ou d'une pnéopathie franche lobaire aiguë, on n'a aucune marge de retour en arrière. 53 reconditionnements réalisés, 45 transplantations, 8 échecs. Et puis la raison pour laquelle c'est moi qui présente ce protocole, c'est simplement qu'on en a fait un tout petit peu plus que Marie-Hélène.
Et donc, si on compare sur notre série entre avril 2011 et novembre 2015, vous voyez que 270 transplantations pulmonaires ont été faites pendant cette période. On va faire abstraction des super-urgences qu'on a exclues parce qu'il y a un petit peu de surmortalité. 16% d'activité en plus pendant cette période. Et donc, c'est la comparaison par rapport à nos 192 malades greffés avec des greffons dits standards. Qu'en termes de résultats précoces de défaillance primaire du greffon à 72 heures, c'est ce qui qui a en tout cas greffé de plus de mortalité post-opératoire. Vous voyez que la défaillance 3, qui est la plus grave, il n'y a pas de différence entre nos deux groupes. Qu'en termes de durée de ventilation mécanique, la médiane dans chaque groupe était de 1 jour, donc là encore, pas de différence entre les deux groupes. Qu'en termes d'hospitalisation, là, les statistiques ne parlent pas, mais probablement que quand même on voit entre 6 et 9 jours, là, une différence vraie qui encore une fois n'est pas significative, mais semble être différent, et que cette durée d'hospitalisation un petit peu plus longue se traduit par une hospitalisation de même un petit peu plus prolongée en hospitalisation totale. Qu'en termes de résultats tardifs, et donc on va dire tardif ou semi-tardif, la mortalité à 30 jours, vous voyez qu'il n'y a pas de différence non plus entre les deux groupes. Et et là on était quand même relativement surpris et agréablement surpris de se rendre compte qu'on n'a pas non plus à 1 an de différence de survie, avec plus de 90% de survie à 1 an sur notre série. Alors, qu'est-ce que ça représentait sur l'activité de transplantation pulmonaire à Foch? Vous voyez, donc en bleu, c'est le nombre global de transplantations, et en rouge, l'ex vivo. Et vous voyez que même si le décrochage et le rationnel entre les 56 moins les 9 ne va pas combler cette augmentation franche, ça nous aide très clairement à augmenter et à avoir un niveau de transplantation extrêmement élevé actuellement. Le deuxième objectif qui était lié, c'était la durée d'attente sur la liste de transplantation. Alors, le premier point était l'apparition de la super-urgence. On se posait les questions de savoir si la SU n'allait pas prolonger les durées d'hospitalisation des patients inscrits sur liste. En fait, en tout cas, dans notre série, ce n'était pas le cas. Mais surtout, l'apparition de l'ex vivo et l'augmentation de 16% de l'activité en plus a fait effondrer nos durées d'attente sur liste de transplantation à Foch, qui sont aujourd'hui à moins d'1 mois. La préservation du greffon. Alors, la préservation du greffon, et vous vous êtes bien rendu compte que cet organe, on va le maintenir en dehors du corps humain pendant une période. Et cette période, elle témoigne ici d'une ischémie. C'est l'ischémie sur le deuxième côté. Vous voyez qu'elle est quasiment doublée entre le groupe témoin et le groupe d'ex vivo. Alors, on peut se poser les questions de se dire, est-ce qu'on peut profiter de ce temps pour essayer d'organiser un tout petit peu les choses et la logistique autour des malades? Et donc oui, bien sûr qu'on peut. Et c'est la modification de nos pratiques, elle arrive par là, avec ce qu'on appelle de l'ex vivo dit d'attente, des greffons standards qu'on va pouvoir mettre sur la machine pour pouvoir donner accès à un certain nombre de malades qui étaient à une période contre-indiquée et en particulier. Vous voyez qu'on se pose la question actuellement sur les patients polyimmunisés. Vous voyez que cette liste d'anticorps extrêmement longue qui fait actuellement une vraie problématique d'accès au greffon chez certaines malades avait, en tout cas chez cette dame-là, 0% d'accès au greffon sur les 2 années qui précédaient. Et ben, on a pallié en disant, voilà, très bien, on va mettre le greffon sur l'ex vivo d'attente. Vous voyez que le greffon avait des anticorps élevés, ce qui nous a permis de faire au final du prospectif, faire comme en transplantation rénale, attendre le cross-match prospectif et être sûr de ne pas prendre de risque pour le malade, gagner ces 4-6 heures dont on a besoin pour pouvoir mettre en rapport le sang du receveur, le sang du receveur avec la rate et ou le ganglion du donneur. Cross-match prospectif négatif, on a été à la transplantation. On a aujourd'hui 4 malades greffés selon cette technique. Et puis enfin, une autre pratique qui est des difficultés chirurgicales prévisibles, et c'est comme d'habitude, ce patient-là, on n'a pas une liste, on l'inscrit sur de l'ex vivo d'attente systématique, mais c'est la vraie vie. Ce malade-là, il a des difficultés attendues, c'est sûr. Il a une lobectomie supérieure gauche, une pleurectomie gauche, un talcage droit pour des pneumothorax. On part sur des difficultés chirurgicales. Et ce malade, il habite en province, il est récusé d'un autre centre en province, il habite dans la région bordelaise. On va avoir besoin de temps pour qu'il remonte. Le greffon est dans la région parisienne, comme d'habitude. Les ischémies vont être courtes. Et puis, il a cette déficit en IgG, il a des anticorps élevés, il va avoir besoin d'une plasmaphérèse. Donc, on commence à partir sur des délais d'attente extrêmement longs, impossible de décaler le prélèvement de façon déraisonnable. Et donc, on a pris l'organe, mis sur l'ex vivo d'attente, qui nous a permis de, faire arriver le malade jusque dans le site, de pouvoir pallier aux difficultés chirurgicales, prendre notre temps pour explanter les poumons et pouvoir greffer ce malade dans des conditions tout à fait satisfaisantes. Alors, vous voyez qu'à partir du moment où on rentre dans la routine, des problèmes administratifs peuvent commencer à rentrer, parce que cet outil qu'on utilise, il est
il a des marquages. Il a un marquage CE, alors pour la cloche, un marquage CE pour le circuit qui est un circuit d'ECMO conventionnel, un marquage CE pour la console d'ECMO, un marquage CE pour le réchauffeur. Mais au final, quand l'Agence de la biomédecine nous a posé la question pour la routine en disant mais est-ce que tout ce circuit que vous utilisez dans votre recherche a un marquage CE global pour la perfusion pulmonaire? La réponse, elle est non, on ne l'a pas. Et on ne l'a pas et pourtant ça fonctionne. Et ce que vous voyez là, hein, ça c'est un téléphone portable. Et ce téléphone portable, c'est sûr qu'il fonctionne, mais c'est pas très beau et dans la poche, et pour l'utiliser au quotidien, c'est pas simple. Donc l'industriel, elle a avancé, et l'industriel, il a fait ça, il a fait une machine qui lui a permis, un, d'atteindre le territoire nord-américain avec la FDA approval, et deux, d'avoir un marquage CE global pour la perfusion pulmonaire. Et effectivement, c'était aussi, d'un point de vue marketing, un tout petit peu plus présentable. Alors, la procédure ex vivo en 2011, c'était quoi? C'était un tout petit peu d'intérêt, plein de monde autour. Quand on arrive en 2014, on a un tout petit peu moins de monde. Et puis, voilà, l'outil, on l'a utilisé, il est là. Et je ne vais pas dire que c'est automatisé, c'est pas vrai. On est exactement sur la même technique. Mais en tout cas, effectivement, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on maintient ça dans la même salle opératoire. Mais demain, on a bon espoir. On est en train d'organiser pour que sortir cet outil du bloc opératoire, ou en tout cas le mettre dans une salle pour pouvoir libérer de l'espace et pouvoir continuer le programme FOI si nécessaire. Et enfin, le troisième point, et j'en resterai, je vais être un petit peu plus bref, c'est l'évaluation du greffon. Et l'évaluation du greffon, c'est quoi? C'est l'arrivée des donneurs après arrêt cardiaque, et en tout cas les prélèvements chez ces malades-là, selon la classification de Maastricht. Donc les donneurs dits non contrôlés, on va les mettre de côté, les donneurs contrôlés après arrêt de soins en réanimation. Et quand on regarde un petit peu rapidement dans le monde, vous voyez que les donneurs, les classes 3, c'est fait partout dans le monde, ça fonctionne. En France, on a eu un petit peu de mal, mais l'arrêté est arrivé au 1er août 2014 avec effectivement le poumon. Et puis un protocole qui est en cours de mise en place sous l'égide de l'Agence de la biomédecine. Et puis voilà, le premier patient prélevé du poumon à Bicêtre a eu lieu avec une première transplantation faite à Mariano le 3 mai 2016. Donc le programme est lancé. Et alors pourquoi l'ex vivo a son intérêt? Si on regarde ça, alors c'est un tout petit peu compliqué, mais en gros, la ligne rouge, et ce qui est en rouge dit tout, l'arrêt circulatoire jusqu'au démarrage du flush. On a la nécessité pour les organes abdominaux de mettre une circulation régionale normothermique. En soi, ce n'est pas un problème, sauf que ça retarde l'accès au bloc opératoire du donneur, et donc du coup, on tombe sur des ischémies chaudes importantes. Donc probablement, une évaluation ex vivo de ces organes doit avoir son intérêt. En conclusion, l'optimisation ex vivo des greffons pulmonaires est une technique qui est parfaitement reproductible, qui nous a permis d'augmenter de façon significative le nombre de greffons disponibles. Les transplantations qu'on a réalisées ainsi ont des résultats identiques à ceux obtenus avec des greffons standards. Ça, c'est le premier point, et c'est extrêmement important. La deuxième, c'est que l'expérience acquise avec ces greffons marginaux nous a permis d'étendre les indications de la perfusion pulmonaire ex vivo à certains greffons standards, et ainsi profiter d'une préservation qui est prolongée, mais surtout optimisée pour organiser la logistique péropératoire. Et puis enfin, l'évaluation ex vivo de ces greffons provenant de donneurs à cœur arrêté de la catégorie Maastricht 3 semble pertinente, surtout en cas d'ischémie chaude prolongée. Merci beaucoup de votre attention. Bien, on va demander, merci beaucoup Édouard, on va demander à Sacha Musso d'effectuer le commentaire et poser les questions. Alors Sacha qui vient de l'autre maison, Marina de Longue, ayant une expérience significative dans ce protocole que vous avez monté. Donc, messieurs les modérateurs, chers maîtres, messieurs les académiciens, merci pour cette invitation. Alors, je vais prolonger un peu le propos d'Édouard qui a très bien défendu le concept. Donc, j'ai plein de conflits d'intérêts, pas assez pour changer de voiture, mais quand même pas mal. Quelques chiffres, parce que la transplantation pulmonaire, c'est une transplantation jeune. La première, c'est en 83 à Toronto. On a beaucoup progressé. Au départ, c'était une technique dérivée du cœur-poumon, donc on faisait des bipoumons en monobloc, et puis après on s'est aperçu que c'était plus simple de faire autrement. Et donc maintenant, on fait la transplantation séquentielle, donc c'est une opération, la transplantation bipulmonaire, en fait, assez idiote. On enlève un poumon, on remet un poumon, après on enlève le deuxième poumon, on remet un poumon, et puis après, s'ils sont trop grands, on les réduit. Donc on peut, et je pense que si l'être humain avait 3 poumons, on n'aurait pas été capable d'inventer cette opération, parce que ça aurait été trop pénible.
Il y a quelques chiffres à connaître. C'est que la mortalité opératoire de cette opération, c'est 15% à 90 jours. Et quand on regarde la mortalité, quand on transplante pour de l'HTAP, on arrive presque à 20%. Je crois que c'est 18,7% sur la base de l'ISHLT. Malgré tous les efforts ces 10 dernières années, on a 15% de défense primaire du greffon. Ça a été divisé par 2 en 10 ans, mais on a quand même ces 15% qui restent un objectif non surmonté. Et la survie à 5 ans, alors là, on revient à la première présentation, c'est le même chiffre que le cancer du poumon opéré, 50% de survie à 5 ans. Donc c'est assez facile à retenir. Donc c'est le plus mauvais résultat de survie d'un organe solide, si on met à part l'intestin grêle et le côlon, qui est peu transplanté. Et la mortalité sur lisse, qui est le but de cette présentation, elle est de 8 à 10%, ça dépend ce qu'on regarde et à quel moment on compte, mais elle n'est pas nulle, elle a été largement diminuée ces dernières années, divisée par 2 avec l'augmentation des greffons, mais elle n'est pas annulée. Édouard, je ne sais pas s'il il parlait du Maastricht, mais voilà, j'ai la réponse. Donc, en France, il y a un énorme travail avec les réanimateurs, les anesthésistes pour définir quel type de donneurs décédés après arrêt cardiaque pourraient être des candidats pour augmenter le pool de greffons. Eh bien, c'est le Maastricht 3 qui a été retenu en France, comme dans beaucoup d'autres pays. Vous voyez, il y a le contre-exemple de l'Espagne qui s'intéresse au Maastricht 1, sans doute à cause des habitudes tauromachiques de ce pays, mais en France on est certes latin, mais moins violent. On considère que le Maastricht 3 est plus présentable. Donc c'est un patient qui est en réanimation et qui est au bout des thérapeutiques. On pense qu'il n'y a plus aucune chance de le guérir ou de le faire survivre, et en accord avec ses thérapeutes et la famille, on va arrêter les soins, et donc il va décéder en réanimation et pouvoir être prélevé. Voilà donc quelques chiffres. En 2010, aux USA, c'était 2% des greffes pulmonaires, et ça a augmenté ces dernières années. Les greffes pulmonaires à partir de donneurs décédés après arrêt cardiaque, c'est le terme consacré, les DDAC en français. Et donc, c'est en anglais, ce que nous a montré Édouard en français, c'est la cinétique des événements, c'est-à-dire qu'un patient est repéré, il est Maastricht 3, on arrête les soins, on va enlever différentes l'extuber, arrêter les perfusions. Il va donc après une phase agonique plus ou moins longue, donc le cœur va s'arrêter et on va ne pas rien faire pendant 5 minutes, et puis après on va le techniquer pour prélever ses organes. Et bien entendu, c'est la phase agonique qui est la phase qui pose problème, et si elle est très prolongée, ça va mettre en péril tous les organes, le rein, le foie, le poumon, et si elle est très courte, eh bien, ça sera bien pour tous les organes. Ce qu'il faut comprendre, c'est autant l'état de mort encéphalique est une catastrophe pour le poumon, c'est l'organe qui supporte le moins cet état non physiologique, l'état de mort encéphalique, c'est les célèbres orages catécholaminergiques, mais c'est un moment extrêmement pas physiologique, et le poumon n'aime pas du tout cette ambiance. Par contre, le poumon est sans doute l'organe qui va le mieux tolérer l'ischémie chaude qui va être infligée par les donneurs type Maastricht 3. Tout simplement pourquoi ? Eh bien parce qu'à l'intérieur du poumon, il y a de l'air et donc de l'oxygène. Donc cet organe, il est par définition vachement mieux équipé que les autres organes pour résister à l'ischémie chaude. Il y a plein de travaux qui ont montré qu'il supporte 1 heure d'ischémie chaude sans aucun problème, et vraisemblablement ça va jusqu'à 3 heures sans beaucoup de problèmes. Donc la phase d'ischémie chaude est un problème assez virtuel pour le poumon. Donc, la transplantation pulmonaire de nos jours, c'est quoi ? Enfin, donc hier, les gens un peu plus vieux que moi dans cette salle qui s'y ont consacré leur vie, eh bien, c'était 100% de donneurs antenne encéphalique, donc l'état non physiologique dont je vous parlais. On l'évaluait chez le donneur en réanimation. Le donneur était excellent, c'était le donneur idéal que vous a montré Édouard Sage. On évaluait biologiquement quelques paramètres, notamment les gaz du sang, dont on sait à quel point ils reflètent assez mal la qualité du poumon. Et quand tout était bien, eh bien, on disait, voilà, on le proposait aux quelques équipes qui faisaient de la transplantation pulmonaire, le poumon était prélevé, il est transplanté, et ça marchait parfois. Aujourd'hui, en 2016, c'est quoi ? Eh bien, certes, il y a des donneurs en état de mort encéphalique et il y a l'émergence de donneurs Maastricht 3. Edouard racontait qu'effectivement, le premier en France a eu lieu mardi dernier. Je vous en ai quelques mots à la fin là-dessus. Eh bien, ce donneur, il va être en état de mort encéphalique, il va être évalué. S'il est très bien, on va le prélever, très bien. Mais s'il n'est pas bien, eh bien, on va aller le prélever et l'évaluer en EVLP. Et si il répond bien, si à la fin de l'évaluation par reconditionnement pulmonaire, le donneur est satisfaisant, il va être prélevé. Actuellement, dans le protocole Maastricht 3 tel qu'il est édicté par l'Agence de la biomédecine en collaboration avec les chirurgiens, dont Pascal Thomas et moi-même, et Olaf Mercier, eh bien,
l'ex vivo est un passage obligatoire pour ces greffons. Et je pense que ce protocole, il va évoluer quand on va démontrer que certains greffons pourront s'en affranchir. C'est quoi en 2020 ou un peu plus tard ce qui va se passer? Eh bien, déjà, il y aura plein de donneurs en état de mort encéphalique et plein de Maastricht 3 certainement, peut-être même des Maastricht 2, on verra. J'y crois pas trop, mais pourquoi pas. Eh bien, il y aura des greffons toujours très bien, et puis il y a ceux qui seront en première approximation pas de bonne qualité. Eh bien, ceux-là, ils seront prélevés conventionnellement, mis sur la machine, et si on aboutit à un échec de reconditionnement, eh bien, ils seront réparés. C'est-à-dire on mettra en place des traitements par thérapie génique, avec des vecteurs viraux ou des médicaments qu'on va inventer spécifiquement pour ça, qui sont capables de réparer le poumon. Et ça demandera plus de temps. On devra passer au-delà de 4 heures, 8 heures, peut-être 12 heures. Et on sera capable de prendre un greffon, effectivement un poumon de très mauvaise qualité, et le transformer en greffon utilisable pour la transplantation, avec bien sûr comme but de ne pas avoir des résultats inférieurs à ceux que donnerait un greffon correct d'emblée. Donc ça, c'est un avenir sans doute assez proche. Non, j'ai pas en fait de questions pour Edouard, parce qu'il a bien répondu. Je voulais juste prolonger un peu le débat. Merci beaucoup. Ah oui, si pour finir, si je parlais donc le premier donneur Maastricht 3, donc le premier donneur Maastricht 3 de poumon a été prélevé par Olaf Mercier, ici présent, donc mardi dernier à Bicêtre. Le poumon est revenu. Il a été reconditionné par ce même Olaf Mercier pendant qu'on faisait une première transplantation. Puis ensuite, on a transplanté le receveur avec un greffon qui était très très bien avant et très très bien après la fin du reconditionnement. La transplantation s'est passée sans aucun problème. Le patient, qui était une BPCO avec une hypertension artérielle pulmonaire disproportionnée, donc ce n'était pas la BPCO totalement standard, a été extubé au 2e jour, et on lui a enlevé ses 2 premiers drains hier, et j'ai eu une conversation avec lui, je l'avais enregistré, je vais vous le passer, mais bon, il faut voir sur parole. Donc il était très content, il a même noté quand il avait été transplanté, tout ça, donc il va très bien. Donc pour l'instant tout va bien, et pourvu que ça dure. Merci. Il y a peut-être une petite place pour même si on est très en retard maintenant, pour un commentaire ou une question. Ouais, juste une petite question, la cause du décès, si on peut dire, la pathologie sous-jacente pour ton donneur. Alors c'était, comme souvent, particulièrement horrible. C'était un homme de 44 ans, père de 3 enfants, qui avait de 2 à 10 ans, qui avait une dissection carotidienne spontanée. Il était juste hyper tendu, mais pas plus que ça, avec un AVC massif au-delà de toute ressource thérapeutique, et qui a fait 1 mois de réanimation, et qui avait des poumons j'ai jamais vu d'aussi beaux poumons. Hein. Merci. Bien, écoutez, merci aux orateurs, aux commentateurs, aux modérateurs, et bravo pour cette très belle séance.